Bonjour à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Il est 9h16 à Washington et nous sommes en direct depuis le Capitole des États-Unis, siège du Congrès américain devant lequel le pape François doit s'exprimer dans un instant. On voit à l'instant sur les images donc le président de la Chambre des représentants, John Boehner, le speaker de cette Chambre des représentants qui attend le pape François qui vient d'arriver au Capitole, le lieu du symbole de la démocratie aux États-Unis, en quelque sorte le lieu du pouvoir législatif et qui accueille à la fois le Sénat et la Chambre des représentants. John Boehner qui a invité le pape François à venir s'exprimer devant le Congrès et cette invitation a été acceptée, confirmée au mois de février dernier. C'est donc une étape importante pour ce voyage apostolique du pape François aux États-Unis, car si de nombreux chefs d'État, bien sûr, ont déjà prononcé un discours devant le Congrès américain, jamais jusque-là un pape n'avait été invité à s'exprimer devant les deux chambres du Parlement américain. Nous allons vivre cela ensemble, peut-être en quelques mots juste pour dire comment les choses vont se dérouler. Le pape François va être accueilli dans ce bureau d'honneur du président de la Chambre des représentants et puis ensuite il rejoindra donc l'hémicycle où il prononcera son discours. Nous sommes avec Jean Duchesne, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Alors on va vivre ce grand moment ensemble et en direct. C'est sûr que dans ce Capitole, le travail de ce congrès est majeur pour la démocratie américaine. C'est le haut lieu de la démocratie américaine. Il se trouve à quelques centaines de mètres seulement de la Maison Blanche et tout le pouvoir se joue. Le gouvernement se joue dans une relation quelquefois conflictuelle entre le président, les deux chambres, et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, le troisième pouvoir aux États-Unis qui est tout puissant, puisque c'est lui qui décide de choses importantes comme l'abolition de la peine de mort ou la légalisation de l'avortement, et qui est la Cour suprême. Voilà, d'ailleurs, on pourra voir tout à l'heure les juges de la Cour suprême qui seront présents pour écouter ce discours du pape François devant le Congrès. Il se trouve que John Boehner s'est ouvert un peu du moment qu'il est en train de vivre, cette attente du pape François. Il s'en est ouvert sur les réseaux sociaux. Il disait qu'habituellement, lors de rencontres privées, il demandait d'abord à ses hôtes étrangers comment allait l'économie dans leur pays. Et il disait lui-même que du coup, il devait un peu changer ses habitudes pour s'adapter aux événements, qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il allait dire au pape à ce moment-là, mais qu'il se sentirait prêt. On peut dire que John Boehner, Jean, c'est un catholique? Oui, c'est un catholique. Nous vivons en ce moment un moment tout à fait extraordinaire aux États-Unis, sans précédent dans l'histoire, puisque donc le speaker, le président de la Chambre des représentants, la Chambre basse, est un républicain. Et il est aussi catholique. Ah, je crois que voici le pape qui arrive. Le pape François qui vient donc saluer le président de la Chambre des représentants. Les hommes échangent quelques mots qu'on ne comprend pas bien. Et leur rencontre maintenant va se poursuivre par un entretien privé pendant quelques minutes. Le président de la Chambre des représentants qui salue le secrétaire d'État, l'archevêque de Washington, Cardinal Wuerl, le président de la conférence des évêques des États-Unis, Monseigneur Gallagher, le secrétaire pour les relations avec les États, pour la secrétairie du Saint-Siège. Et on a vu également Monseigneur Betchou, le substitut de la secrétairie du Saint-Siège, donc la délégation du Saint-Siège qui va participer à cet entretien, assister à cet entretien entre le pape François et le président de la Chambre des représentants. Oui, c'est un moment assez unique, exceptionnel de voir le président de la Chambre basse des États-Unis entouré d'ecclésiastiques de haut rang, dont le pape.
Je crois que c'est quelque chose d'unique. Aucune religion ne bénéficie d'un tel privilège. Ça montre bien, je crois, le degré de reconnaissance, l'importance qu'ont acquise les catholiques aux États-Unis, puisque M. Bonner est catholique, le président de la Chambre, et le président du Sénat, qui est également, d'après la Constitution, le vice-président des États-Unis, est également catholique. On peut ajouter encore que, à l'heure actuelle, la Cour suprême, dont j'ai parlé tout à l'heure, a 5 de ses 9 membres, c'est-à-dire une majorité, qui sont catholiques. Donc c'est un signe de ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette espèce d'incompréhension entre l'Amérique et l'Église catholique. Voilà, donc l'entretien va se dérouler en privé, à huis clos, en dehors des caméras. Un entretien probablement prolongé. Alors on peut découvrir du coup cette salle des statues qui se trouve dans le Capitole, et avec notamment cette statue du nouveau saint qui est présent dans ce Capitole. Absolument, Junipero Serra n'a pas attendu la venue du pape ni sa canonisation pour être placé là, puisqu'il est reconnu par les Américains, ce moine franciscain espagnol venu du Mexique, comme le véritable fondateur de ce qui est devenu un des États les plus importants, le plus important à l'ouest, l'État de Californie. Oui, le pape François a souhaité, lors de ce voyage apostolique, canoniser Junipero Serra, parce que c'était un moyen de montrer un grand exemple, un grand témoin de l'évangélisation. Un grand témoin de l'évangélisation, et aussi le témoignage, la preuve de ce que les catholiques aussi ont participé à l'élaboration, la construction de ce grand pays que sont les États-Unis d'Amérique. Oui, d'ailleurs, on peut, et peut-être que beaucoup ne l'ont pas en tête, l'action et la fondation des missions par Junipero Serra en Californie a donné en fait le nom de très nombreuses villes. Absolument, il y a Los Angeles, San Francisco, Santa Barbara, Santa Cruz et tant d'autres. Alors on peut voir devant le Capitole, ont été invités à la fois les Américains qui le souhaitaient. Des tickets ont été distribués parce que les conditions de sécurité sont toujours particulières dans ces lieux, dans ces hauts lieux de pouvoir. Et d'ailleurs, le pape François va venir tout à l'heure au balcon du Capitole pour saluer cette foule rassemblée, mais ce sera après son discours dans l'hémicycle. John Bonner, qui est donc speaker de la Chambre des représentants depuis 2011, c'est-à-dire président, avait fait parvenir cette invitation à Rome, considérant que le premier pape de l'Amérique latine enthousiasmait des millions d'Américains avec ses manières pastorales et son charisme au service des plus pauvres, et encourageant l'ensemble des personnes à mener une vie de miséricorde, de pardon et de solidarité. C'est ce qui l'avait motivé à formuler cette invitation. Alors nous voyons ici, depuis la petite colline du Capitole, où se trouve donc le bâtiment du Congrès, avec son dôme qui fait penser à celui un peu du Panthéon chez nous, cette longue esplanade qui fait 3 km de long, et avec en son milieu ce qu'on appelle le monument, qui est un monument à la mémoire de George Washington, qui ressemble à un obélisque, qui est construit avec une multitude de grosses pierres. Et tout à fait à l'autre bout se trouve un autre monument célèbre, qui est le mémorial de Lincoln. Donc la représentation en quelque sorte des lieux symboliques du pouvoir fédéral. Absolument. La Maison Blanche se trouve sur la droite de ce mall, le siège de la Cour suprême n'est pas loin, et les principaux ministères, on appelle des secrétariats d'État là-bas, sont également dans ce secteur. Alors on peut dire peut-être un mot, on voit cette foule rassemblée qui vient pour participer à distance à ce discours historique d'un pape devant le Congrès. On peut peut-être rappeler justement, Jean Duchesne, quel est ce Congrès? On a évoqué ces deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat. Quel est leur rôle? Alors c'est le rôle, le Congrès, c'est le pouvoir législatif. Il y a donc la Chambre des représentants qui comprend environ 450 députés. Alors le nombre de députés pour chaque État est calculé proportionnellement à la population, qui est mesurée très précisément et d'après la Constitution par un recensement décennal.
Donc il y a donc les petits États, donc un ou deux représentants. Les grands États, comme la Californie, par exemple, en ont près de 50. Et puis, il y a une chambre haute, selon le principe du bicaméralisme qui a été établi à l'époque des Lumières, auquel les pères fondateurs des États-Unis étaient fidèles. Dans cette chambre haute, censée être plus sereine, d'avoir davantage de recul, eh bien, il y a 2 représentants pour chaque État, c'est-à-dire il y a 100 sénateurs exactement, quelle que soit la population de l'État. Alors la répartition des tâches et des responsabilités est assez nette. Si vous voulez, pour simplifier, la Chambre des représentants s'occupe de toutes les questions d'ordre budgétaire et d'administration intérieure. Donc c'est la vie quotidienne au fond des Américains en quelque sorte. Et ceci est important et ça s'explique pourquoi les représentants ne sont élus que pour 2 ans. 2 ans seulement. Il y a donc aux États-Unis, toutes les années paires, le premier mardi après le premier lundi de novembre, eh bien, il y a des élections nationales et on renouvelle à chaque fois tous les représentants. Les sénateurs, eux, ont des mandats de 6 ans et le Sénat est renouvelé par tiers tous les 2 ans, en fonction par tiers approximatif. Alors, la Chambre des représentants s'occupe évidemment des questions de la vie de budget et d'aménagement et de vie quotidienne. Et puis, le Sénat a 2 fonctions essentielles. Premièrement, c'est lui qui autorise le président à signer des traités et qui sanctionne en l'approuvant ou en la désapprouvant sa politique étrangère, ce qui est extrêmement important. Et puis le Sénat a une autre responsabilité qui est très importante, qui est de confirmer les nominations du président. Alors ceci vaut pour les principaux postes du gouvernement, qu'on appelle, comme dans tous les pays anglo-saxons, le cabinet, mais cela vaut aussi pour les juges de la Cour suprême, qui ont une importance très grande sur un nombre d'affaires comme récemment l'avortement, l'abolition de la peine de mort ou récemment la légalisation du mariage pour tous qui consistait simplement en un jugement décidant que ce n'était pas contraire à la Constitution des États-Unis, ce qui n'est une manière de ne pas porter un jugement moral, mais de se référer simplement au droit, ce qu'on appelle le droit positif, le droit formel tel qu'il est. Cela dit, en tout cas, en vous écoutant, cela manifeste bien la portée politique pour le pays de cette parole du pape dans cet hémicycle. Bien évidemment, parce que derrière la politique, il y a toujours quelque chose qu'on est bien obligé d'appeler la morale. Et c'est évidemment, le pape n'a pas à intervenir sur les mesures politiques qui sont à prendre ou à ne pas prendre, mais il peut rappeler les critères moraux. Et c'est quelque chose dont toute démocratie a besoin. Parce que la démocratie repose sur le débat. Le débat porte lui-même, requiert des arguments. Et ces arguments ne peuvent pas être seulement ceux de l'efficacité ou de la commodité ou de la possibilité, mais faire également appel à des principes plus élevés. Alors on l'a entendu déjà sur le sol américain, le pape François a beaucoup insisté sur l'attention et le service aux pauvres, aux personnes fragiles. Il a eu même des mots très beaux hier quand il parlait de Junipero Serra et de son attention aux personnes les plus fragiles et l'annonce de la miséricorde. Il a également cité sur cette pelouse de la Maison Blanche hier lors de la cérémonie de bienvenue, à plusieurs moments, il a parlé de moments critiques dans l'histoire de notre civilisation et notamment en parlant de la question du mariage, l'institution du mariage et de la famille. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il est présent aux États-Unis pour clôturer la rencontre de Philadelphie, la rencontre mondiale des familles qui se tient tout au long de la semaine et qui se terminera donc le week-end prochain. Au fond, quel moment vit aujourd'hui la société américaine et en quoi est-ce un moment critique dans l'histoire du pays également aux États-Unis ? Bien, je crois que si l'on prend un peu de recul, effectivement, les États-Unis arrivent à un tournant de leur histoire, tout simplement parce que, désormais, au bout de 2 siècles et demi, eh bien, ils ne peuvent plus vraiment se considérer comme une jeune nation.
Alors il y a eu une époque de croissance presque interrompue. Les États-Unis qui n'étaient qu'une petite puissance lointaine, encore au début du XXe siècle, sont devenus la première puissance mondiale. En même temps, leur économie s'est développée, ils se sont enrichis de manière extraordinaire par rapport au reste du monde. Ils ont essayé de faire bénéficier d'autres de cet enrichissement. Mais maintenant, le problème est bel et bien de savoir comment ils vont maîtriser justement la richesse, la prospérité qu'ils ont acquise. Et il y a beaucoup de soucis à se faire. Il s'agit donc véritablement, me semble-t-il, aujourd'hui, pour les États-Unis, mais aussi pour tous les pays riches, de trouver un second souffle ou de retrouver une inspiration qui soit autre chose que l'exploitation de toutes les avantages qui sont aujourd'hui disponibles, une exploitation au jour le jour et à courte vue. Le pape François, lors de son discours à la Maison-Blanche, a insisté sur ce point. Il venait en frère de ce pays, lui-même étant issu d'une famille d'immigrés et des familles semblables à celles qui ont bâti ce pays. Il a dit: je viendrai en frère offrir des paroles d'encouragement à ceux qui sont appelés à guider l'avenir politique de cette nation dans la fidélité à ses principes fondateurs. Et ces principes fondateurs, au fond, ils sont aussi incarnés à travers ces pierres, à travers ce Capitole, au fond, qui a été construit pour manifester l'intention des fondateurs. Absolument, tout repose aux États-Unis quand même sur la déclaration d'indépendance, qui est marquée certainement d'une part par la philosophie des Lumières, par toute la réflexion qui s'est développée au cours du XVIIIe siècle sur ce que pouvait être l'égalité, sur la justice qui devait s'exercer en politique et dans le gouvernement. Mais ceci, encore une fois, aujourd'hui, ce sont des institutions qui doivent affronter les problèmes que crée précisément leur réussite, qui doivent trouver effectivement une nouvelle inspiration, cette fois-ci non plus pour réaliser la société parfaite en ignorant le reste du monde, mais pour essayer d'améliorer la situation, non seulement sur place, mais encore dans le monde entier. Nous sommes à l'époque de la mondialisation. Il est improbable que c'est quelque chose qui avait échappé aux pères fondateurs, ce n'était pas encore le moment. Alors, comme les milliers d'Américains qui sont réunis devant ce Capitole, eh bien, nous attendons la fin de l'entretien du pape François, l'entretien privé avec John Bonner, qui est le président de la Chambre des représentants aux États-Unis, et cet entretien donc qui va durer encore quelque temps probablement, et nous ferons le point dès que nous retrouverons des images depuis le Capitole. On en profite peut-être, Jean Duchesne, pour chercher à comprendre pourquoi le pape et l'Église souhaitent s'exprimer au fond devant les parlements étrangers, en particulier devant ce congrès là aujourd'hui, ce congrès américain. On peut rappeler peut-être quelques dates. Jean-Paul II s'est exprimé devant le Parlement polonais en 1999, c'était 10 ans après la chute du mur de Berlin, devant le Parlement italien également en 2002, après les attentats du 11 septembre. Jean-Paul II avait dénoncé la dimension terrible du terrorisme, et puis il avait souligné bien sûr l'importance des racines chrétiennes de l'Europe. Benoît XVI, lui, de son côté, s'est exprimé devant le Parlement allemand, on s'en souvient, c'était lors de sa visite dans le pays en 2011. Et puis notons également cette date qui est récente pour le pape François, même si la nature entre guillemets du Parlement est un peu différente. Il s'est exprimé devant le Parlement européen à Strasbourg en novembre dernier, en novembre 2014. Pour quelles raisons, Jean Duchesne, l'Église et les papes souhaitent, ou répondent en tout cas favorablement à l'invitation des parlements étrangers? Je crois que vous avez donné deux hypothèses. Ce n'est pas seulement, me semble-t-il, le fait que les papes le souhaitent ou qu'ils chercheraient à se faire entendre. Je crois que très profondément, ils répondent à un besoin, à une demande. Il faut bien être conscient du fait qu'il va s'adresser devant le Congrès aux représentants d'un pays qui est lui-même très divisé. Vous avez en effet, les différences tendent à se creuser aujourd'hui aux États-Unis entre les démocrates et les républicains. C'est-à-dire ? Le président est démocrate, les républicains donc sont l'opposition, mais ils ont la majorité
à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants. Donc les choses sont difficiles pour le président. Et ce à quoi on a assisté ces dernières années, c'est, je dirais, à une idéologisation des deux partis. Il y a traditionnellement, et encore jusqu'au milieu du XXe siècle, on disait que les deux partis se ressemblaient beaucoup. Et qu'il n'y avait pas, en quelque sorte, d'identité idéologique ou d'idéaux si différents. Il y a de ce point de vue-là ce qu'on peut appeler une espèce d'européanisation de la vie politique américaine, avec, je dirais, un parti démocrate qui autrefois était une espèce de coalition, évidemment très hétéroclite, des minorités. Et puis, de l'autre côté, le parti républicain, qui avait été le parti fondé par Lincoln, et qui était au contraire le parti simplement du monde des affaires, le parti des réalistes, mais qui avait aussi un certain idéalisme. Depuis en gros les années Reagan, on peut considérer que le Parti démocrate a tendu à se rapprocher de plus en plus des gauches européennes, tandis que le Parti républicain était de plus en plus tenté de devenir un parti conservateur. Et alors, à l'heure actuelle, il y a de graves difficultés, des tensions sérieuses, notamment alors bien sûr à propos de l'avortement. Je crois que ça a été aussi un déclencheur et quelque chose qui a profondément divisé le pays. Mais il y a aussi une réaction des démocrates, c'est-à-dire de la gauche, un petit peu entre guillemets, contre les inégalités sociales qui deviennent de plus en plus flagrantes aux États-Unis. Et ce sont ces inégalités sociales, par exemple, qui ont fait le succès que nous avons eu du mal à comprendre du livre de Thomas Piketty, de l'économiste Thomas Piketty aux États-Unis. Et ce sont ces inégalités encore qui font le succès, peut-être provisoire, mais en tout cas inattendu, du sénateur, d'un obscur sénateur, Bernie Sanders, du Vermont, qui est en train de menacer Hillary Clinton, à laquelle on croyait que la nomination pour la présidence du Parti démocrate était acquise d'avance. Alors on attend bien sûr que le pape s'exprime devant le Congrès réuni en ce Capitole, et à l'extérieur vous pouvez le voir, et on peut découvrir aussi le visage de tous ceux qui sont rassemblés et qui voudraient également saluer le pape, puisque le pape sortira après son discours sur ce balcon du Capitole. Peut-être on peut rappeler, vous l'évoquiez à l'instant, Jean, que c'est un moment de période électorale qui s'est ouvert pour les États-Unis. Vous savez, avec des élections à la Chambre des représentants tous les 2 ans, les États-Unis sont pratiquement tout le temps en campagne électorale. Et ça vous explique peut-être, indépendamment de la facilité technique qui existe et du savoir-faire, pourquoi les Américains aiment tant les sondages. Et alors c'est à la fois une force et une faiblesse. Parce que les gouvernants ont tendance à gouverner, à prendre des décisions, non pas en pensant au long terme, mais en gardant l'œil fixé sur les cadrans des sondages, pour mesurer leur popularité et pour essayer de savoir. Et cette opinion publique, comme on le sait, elle est jusqu'à un certain point quand même manipulable. Donc c'est une difficulté certaine. Et alors c'est la raison pour laquelle je crois que tous ces gens sont là, pas parce qu'ils veulent vraiment saluer le pape, mais simplement parce qu'ils sont contents qu'il soit là. Parce qu'ils savent d'une certaine manière que c'est une voix qui ne vient pas chercher des voix. Ce n'est pas... qu'on ne peut pas l'acheter, qui n'a rien à vendre, qu'il est parfaitement désintéressé, et donc, en quelque sorte, sa sincérité, son honnêteté, son objectivité, son désintéressement sont quelque chose qui ne peut pas ne pas séduire dans ce contexte de débat qui n'est pas toujours si idéalement démocratique qu'il voudrait l'être.
Et pour autant, le pape peut parfois susciter aussi de l'incompréhension de la part de certains engagés dans les milieux économiques, avec sa radicalité, à la fois pour une conversion écologique intégrale, pour une attention plus pauvre, pour ces mots très durs vis-à-vis du dieu argent, comme il dit. Bien entendu, puisque les positions sont très tranchées, le pape ne navigue pas entre les deux. Il dit ce qu'il a à dire en tant que pasteur de l'Église universelle, en tant que vicaire du Christ. Mais cela n'empêche que il ne peut pas plaire à tout le monde. Donc en particulier, il irrite beaucoup les gens de gauche sur des questions de morale personnelle. En revanche, il irrite beaucoup les conservateurs lorsqu'ils critiquent la cupidité, l'appât du gain et l'indifférence aux problèmes de l'environnement. Alors on découvre à l'occasion de cette visite du pape François au Congrès, on découvre les couloirs du Capitole, l'arrivée des différentes personnalités politiques du pays, les représentants des deux chambres, à la fois de la Chambre des représentants et du Sénat. Oui, il faut que tous ces messieurs et quelques dames quand même fassent leur entrée. Et puis il y a aussi, on le verra tout à l'heure, un certain nombre d'invités. Lorsque le Congrès se réunit, il y a un certain nombre de personnalités importantes qui sont là, des membres du gouvernement, les juges de la Cour suprême, le doyen du corps diplomatique, etc. Et donc c'est un moment extrêmement important et solennel. On peut dire un mot sur l'hémicycle dans lequel le pape François va intervenir, qui est celui de la Chambre des représentants. Il y a... c'est la plus grande, il y a 200 places au Sénat. Dans cette salle des séances de la Chambre des représentants, qui compte 448 sièges permanents, eh bien, il y a des portraits en relief qui ornent les murs, 23 portraits, des grandes figures qui manifestent leur engagement, ou plutôt leur contribution à l'apport législatif, à l'élaboration de la loi. Et en l'occurrence, on peut être surpris, il y a la figure de Moïse, qui est d'ailleurs le seul visage qui est représenté de face et qui regarde le président de séance, la tribune présidentielle dans cet hémicycle. On le découvrira peut-être tout à l'heure. C'est très significatif au fond. Ça peut surprendre. Ça ne doit pas surprendre dans la mesure où, si vous voulez, quand même, les premières colonies américaines, le noyau à partir duquel sont constitués les États-Unis, eh bien, c'est tout simplement un protestantisme qui, bien entendu, lisait la Bible avec beaucoup d'attention, plus d'ailleurs, il faut le reconnaître, que ne le faisaient les catholiques à l'époque. Alors, mais vous avez également quand même un appel, si vous voulez, une mémoire de la culture antique, puisque vous avez aussi les figures de Solon, mais même de Moïse, de Soliman le Magnifique, et donc un certain universalisme. Et de cet universalisme, bien entendu, même si Moïse a une place de choix, eh bien, aucune des dimensions importantes de l'histoire de l'humanité n'est exclue, puisque les États-Unis d'Amérique se veulent ouverts. C'est un pays qui accueille, justement, un pays d'accueil, et donc se veut ouvert à toutes les grandes traditions, à toutes les grandes civilisations. Et parmi ces portraits qui sont donc représentés dans cette salle des séances qu'on va découvrir tout à l'heure, et où le pape va s'exprimer devant le Congrès américain réuni, eh bien, on peut découvrir Thomas Jefferson, mais aussi Napoléon Ier, le pape Innocent III, l'empereur Justinien Ier, Saint Louis, le pape Grégoire IX, parmi toutes ces figures. Cela dit, effectivement, le roi Édouard Ier d'Angleterre. Cela dit, la diversité des apports dont les États-Unis ont voulu se doter et marquer cette reconnaissance. Le jeune pays n'avait pas d'histoire, et donc il a considéré que l'histoire du monde entier était la sienne. Voilà donc cette salle de séance
Alors, je crois que nous avons assisté à l'entrée du vice-président Joe Biden. Le vice-président qui, selon la Constitution américaine, est également le président ex officio du Sénat, donc l'une des deux chambres, réunies en session plénière en ce congrès pour écouter donc le discours du pape François. Je vous rappelle que le pape François est toujours avec le speaker de la Chambre des représentants, avec lequel il s'entretient de manière privée avec la suite papale, en ce moment même dans le bureau d'honneur du président. Voilà, ce qui nous permet de découvrir ce fameux hémicycle où le pape va intervenir tout à l'heure. Vous l'avez dit, les plus hautes personnalités politiques seront présentes, puisque non seulement les élus de la nation, mais également l'ensemble du gouvernement américain sera présent, le cabinet présidentiel, les juges de la Cour suprême. The joint meeting will come to order. The chair appoints as members of the committee on the part of the House to escort Pope Francis into the chamber the gentleman from California, Mr. McCarthy, the gentleman from Louisiana, Mr. Donc on annonce en ce moment les noms du comité de l'escorte des personnalités qui ont été choisies, qui reçoivent l'honneur d'escorter le pape à son arrivée. Gentlewoman from Kansas, Miss Jenkins. Gentlewoman from California, Miss Pelosi. Gentleman from Maryland, Mr. Hoyer. Gentleman from South Carolina, Mr. Clyburn. The gentleman from California, Mr. Becerra. The gentleman from New York, Mr. Crowley. The gentlewoman from Connecticut, Ms. DeLauro. Et selon l'usage, Jean, il y a toujours un équilibre dans la présence de ces différents représentants. Bien sûr, tout cela est, disons, soigneusement dosé pour respecter toutes les sensibilités. Donc nous voyons là, côte à côte, M. Bonner, avec la cravate verte à droite et à gauche, le vice-président Joe Biden. The senator from Wyoming, Mr. Barrasso. The senator from Missouri, Mr. Blunt. The senator from Mississippi, Mr. Wicker. The senator from Maine, Ms. Collins. The senator from Alaska, Ms. Murkowski. The senator from Tennessee, Mr. Corker. The senator from New Hampshire, Ms. Ayotte. The senator from Nevada, Mr. Reed. The senator from Illinois, Mr. Durbin. The senator from New York, Mr. Schumer. The senator from Washington, Ms. Murray. The senator from Vermont, Mr. Leahy. Donc on a lu la liste des représentants qui faisaient partie de cette escorte et maintenant ce sont les sénateurs. The senator from Michigan, Ms. Stabenow. The senator from Minnesota, Ms. Klobuchar. The senator from Maryland, Mr. Cardin. The senator from New Jersey, Mr. Menendez. And the senator from Maryland, Ms. Mikulski. The members of the escort committee will exit the chamber through the lobby doors. Il y a encore d'autres personnalités dont le nom et la fonction, la dignité va être annoncée. Et c'est dans cet hémicycle que travaillent les représentants pour élaborer, on le disait tout à l'heure, les lois qui concernent la vie quotidienne des Américains. Oui, le travail ne se fait pas, les débats réels ne se font pas tellement dans cette chambre, mais dans des salles attenantes où il y a des comités, des commissions spécialisées qui réunissent des représentants de chaque parti, bien entendu. Alors, si on a un trou, on peut expliquer aussi rapidement ou rappeler ce qu'est ce drapeau des États-Unis que vous voyez accroché au-dessus des deux présidents d'Assemblée. Alors, dans un coin, vous avez donc ce rectangle bleu avec 50 étoiles, une pour chaque État. Et puis, les bandes rouges et blanches, eh bien, il y en a 13. Il y en a donc 7 rouges et 6 blanches. Et elles représentent les 13 colonies
qui ont signé la déclaration d'indépendance et qui donc sont à l'origine des États-Unis d'Amérique. Et avant que le pape François ne fasse son entrée, donc c'est le protocole habituel lors de la réunion du Congrès qui se déroule, c'est-à-dire que chacun prend progressivement sa place au fil des arrivées, selon évidemment ses différentes fonctions. Oui, c'est un cérémonial qui est très au point, puisqu'il est reproduit chaque année pour le message sur l'état de l'Union que prononce le président devant le Congrès, réuni exactement de la même manière en janvier. Et c'est à cette occasion, alors que le président, s'il vient d'être élu, prend ses fonctions, est inauguré, comme l'on dit en franglais, mais chaque année, ensuite, il fait un discours qui est un discours de bilan et de politique générale au début de chaque année civile. Exactement dans la même situation. Donc il se tient là où se tiendra le pape, dans la petite tribune surélevée qui est juste en dessous de celle des deux présidents. Et c'est là d'ailleurs que des présidents étrangers peuvent être invités à venir s'exprimer devant le Congrès américain réuni. Absolument, donc jusqu'à présent, je crois, aucun chef religieux, aucun leader religieux n'a été invité à s'exprimer, mais le pape l'est non pas tellement, officiellement du moins, ou selon la forme, en tant que leader religieux, mais en tant que chef d'État. C'est une excuse, en quelque sorte un prétexte, pour lui permettre de venir s'exprimer dans cette assemblée qui est entièrement profane, bien entendu. Et dans un État dans une nation où la séparation de l'Église et de l'État est quand même la norme. C'est le premier amendement de la Constitution des États-Unis, voté en 1790, qui garantit dans le même souffle la séparation des Églises et des États et la liberté de parole et d'expression, y compris la liberté religieuse et de conscience, cela va de soi. C'est donc un équilibre très délicat et qui, je crois, pourrait servir de modèle à bien d'autres pays, y compris peut-être le nôtre. On voit qu'il reste des sièges vides dans les premiers rangs, donc il reste encore des personnalités encore plus importantes, puisque l'on va crescendo à arriver avant le pape. Et tout cela, bien sûr, suppose, j'imagine, que les cortèges se forment et entrent avec la lenteur et la solennité qui s'imposent. Les deux chambres donc législatives du pouvoir législatif américain vont être réunies en congrès. Au fond, c'est aussi une portée symbolique très forte par rapport à l'histoire même du pays qu'un pape s'exprime ici devant le Congrès américain au Capitole. On peut considérer que ceci est la reconnaissance de l'origine finalement chrétienne de la démocratie. C'est un parlement, et donc parlement, le mot dit bien ce qu'il veut dire, c'est un lieu où l'on parle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un souverain, mais on discute, on échange. Je crois que voici les membres de
je ne me trompe pas de... Est-ce que c'est la Cour suprême? Je ne suis pas sûr. Oui. Je ne sais pas s'ils sont tous là. Et vous remarquez aussi, il y a une certaine, un certain savoir-vivre américain qui fait que dans ces cas-là, même si les gens qui entrent sont vos opposants, vos adversaires, eh bien, on les applaudit. Mr. Speaker, the President's Cabinet. Ah, voici donc, on reconnaît ici le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères, John Kerry, qui vient d'entrer et qui est, parenthèse, aussi un catholique. Ce sont donc maintenant, j'imagine, les membres du cabinet du gouvernement qui entrent. Le président n'est bien sûr pas là parce que c'est le chef de l'exécutif. Alors le chef de l'exécutif peut s'adresser en tant que tel au Parlement pour lui faire connaître sa politique et ses souhaits, mais il ne peut pas se joindre au Parlement pour un débat. Il est remarquable que, comme vous le constatez, personne ne s'est assis. Tout le monde reste debout au fur et à mesure que les personnalités arrivent. On ne s'assiera que lorsque l'invité, l'orateur, le pape, en l'occurrence, sera à la tribune et que l'assistance aura été invitée à prendre possession des sièges. Alors selon le minutage très précis qui a été annoncé par la présidence de la Chambre des représentants, le pape devrait faire son entrée à 10h, 1 minute et 30 secondes. Il est pour l'instant 9h58 et 58 secondes sur place à l'heure de Washington, et c'est probablement la raison aussi pour laquelle l'ensemble du Congrès est en train d'attendre l'entrée du pape François, qui va donc prononcer ce discours très symbolique devant le Congrès américain au cours de ce voyage apostolique aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de questions autour des thèmes que le pape abordera au cours de son discours. De fait, cela touchera probablement à la vocation même du pays, au fondement, aux valeurs sur lesquelles ont été bâtis les États-Unis et la vocation de ce pays aujourd'hui. Mais comme le disait le président de la Chambre des représentants, en fait, nous n'en savons rien et nous ne le saurons vraiment que quand le pape lui-même aura prononcé son discours. Donc cela crée aussi une grande attente de la part de l'ensemble de ces personnalités qui sont présentes dans cet hémicycle, donc au cœur de ce Capitole. Je crois qu'il ne faut pas attendre du pape un discours magistral. Il n'est pas venu là pour trancher, pour régler les conflits, ni pour prendre parti. Il est venu là pour éclairer, pour aider, pour encourager, pour mettre chacun devant ses responsabilités. Et c'est pour cela qu'il a été invité à parler. Voilà, donc cette attente encore à peine une minute avant l'entrée, en tout cas selon l'horaire indiqué du pape François dans cet hémicycle.
un discours qui d'ailleurs est une visite durant ses journées aux États-Unis qui marque en quelque sorte, fait marquer une pause dans la vie politique du pays, dont on le rappelait tout à l'heure, qui est en campagne électorale avec notamment la campagne des primaires pour la prochaine élection présidentielle. Eh bien, plusieurs responsables politiques le disaient, cette visite du pape François, ces différentes interventions à la fois à la Maison-Blanche mais aussi devant le Congrès américain, eh bien, nous permettent de faire une pause et de réfléchir à l'enracinement de notre action politique. Mr. Speaker, the Pope of the Holy See. Donc, Monsieur le Président, le pape représentant du Saint-Siège. Le pape François qui salue le secrétaire d'État John Kerry, largement applaudi par l'ensemble des sénateurs et des membres de la Chambre des représentants réunis en congrès, mais également en présence des juges de la Cour suprême et des membres du gouvernement américain. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. Membre du Congrès, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter le pape François du Saint-Siège. Donc à la tribune, on peut voir à droite le speaker de la Chambre des représentants, le président, et à gauche Joe Biden qui préside le Sénat. Mr. Vice President, Mr. Speaker, honorable members, Monsieur le vice-président, dear friends, Monsieur le Président, honorables membres du Congrès, chers amis, for your invitation to address this joint session je suis très reconnaissant pour votre invitation in the land à m'adresser free à cette session conjointe du Congrès dans le pays des hommes libres et dans la maison des hommes courageux. I would like to think that the reason for this is that I too am a son. Je crois que la raison de cette invitation est que moi aussi je suis fils de ce grand continent And toward which dont nous avons tous tant reçu responsibility. et vis-à-vis duquel nous partageons une responsabilité For the commune. country has a mission.
Chaque fils ou fille d'un pays ou une nation a une mission, une responsabilité personnelle et sociale. Votre responsabilité en tant que membre du Congrès est de permettre à ce pays, à travers votre activité législative, de prospérer en tant que nation. Vous êtes le visage de ce peuple. Vous êtes ses représentants. Vous êtes appelés à défendre et à préserver la dignité de vos concitoyens dans la recherche inlassable et exigeante du bien commun. Car c'est le principal objectif de toute politique. Une société politique perdure si elle cherche comme vocation à satisfaire les besoins communs en stimulant la croissance de tous ses membres, spécialement ceux qui sont en situation de plus grande vulnérabilité ou de risque. L'activité législative est toujours fondée sur la protection du peuple. C'est à cela que vous avez été invités, appelés et convoqués par ceux qui vous ont élus. Votre tâche est un travail qui m'inspire une double réflexion sur la figure de Moïse. D'une part, le patriarche et législateur du peuple d'Israël symbolise le besoin des peuples de maintenir vivant leur sens d'unité au moyen d'une juste législation. D'autre part, la figure de Moïse nous conduit directement à Dieu et ainsi à la dignité transcendante de l'être humain. Moïse nous donne une bonne synthèse de votre travail. Vous êtes chargé de protéger, à travers la loi, l'image et la ressemblance de Dieu façonnée en chaque visage humain. Aujourd'hui, je ne voudrais pas seulement m'adresser à vous, mais à travers vous, au peuple des États-Unis tout entier. Ici, avec ses représentants, je voudrais saisir cette occasion pour dialoguer avec les milliers d'hommes et de femmes qui s'efforcent chaque jour d'accomplir un travail honnête pour apporter à la maison le pain quotidien, pour épargner un petit peu d'argent et petit à petit bâtir une vie meilleure pour leur famille. Ce sont des hommes et des femmes qui ne sont pas concernés simplement par le paiement de leurs impôts, mais qui, individuellement, de façon discrète, soutiennent la vie de la société. They generate solidarity by their actions. Ils génèrent la solidarité par leurs actions et ils créent des organisations qui tendent une main à ceux qui sont le plus dans le besoin.
Je voudrais aussi entrer en dialogue avec les nombreuses personnes âgées qui sont un dépôt de sagesse forgé par l'expérience et qui cherchent de diverses façons, spécialement à travers le travail bénévole, à partager leurs histoires et leurs visions, leurs expériences. Je sais que beaucoup d'entre elles, ces personnes, bien qu'étant à la retraite, sont encore actives. Elles continuent de travailler pour construire ce pays. Je voudrais aussi dialoguer avec tous les jeunes qui travaillent pour réaliser leurs grandes et nobles aspirations et qui ne se laissent pas séduire par la facilité. Ces jeunes affrontent des situations difficiles, résultant souvent de l'immaturité de beaucoup d'adultes. Je voudrais dialoguer avec vous tous. Et je voudrais le faire à travers la mémoire historique de votre peuple. Ma visite a lieu à un moment où des hommes et des femmes de bonne volonté célèbrent les anniversaires de plusieurs illustres Américains. Malgré les complexités de l'histoire et la réalité de la faiblesse humaine, ces hommes et ces femmes, au-delà de leurs nombreuses différences et limites, ont été capables, grâce à l'effort et au sacrifice personnel, certains au prix même de leur vie, de bâtir un avenir meilleur. Ils ont forgé des valeurs fondamentales qui vont perdurer dans l'esprit du peuple américain. Un peuple doté de cet esprit peut traverser beaucoup de crises, de tensions et de conflits, tout en trouvant toujours des ressources pour avancer et pour le faire dans la dignité. Ces hommes et ces femmes nous offrent une façon de voir et d'interpréter la réalité. En honorant leur mémoire, nous sommes inspirés, même au milieu de conflits, et dans l'ici et le maintenant de chaque jour, à puiser dans nos réserves culturelles les plus profondes. Je voudrais mentionner 4 de ces Américains. Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day, Thomas Merton. This year marks the 150th anniversary Cette année of the assassination of President marque Abraham le 150e anniversaire de l'assassinat du président Abraham Lincoln, le gardien de la liberté qui a travaillé sans relâche en sorte que cette nation, avec la protection de Dieu, puisse avoir une nouvelle naissance de liberté, bâtir un avenir de liberté, demande l'amour du bien commun et la coopération dans un esprit de subsidiarité et de solidarité.
Nous sommes tous conscients et inquiets aussi de l'inquiétante situation sociale et politique du monde d'aujourd'hui. Notre monde devient de plus en plus un lieu de conflits violents, de haine, d'atrocités brutales, perpétrées même au nom de Dieu et de la religion. Nous savons qu'aucune religion n'est exempte de formes d'illusions individuelles ou d'extrémisme idéologique. Cela signifie que nous devons faire spécialement attention à tout type de fondamentalisme, qu'il soit religieux ou de n'importe quel autre genre. Un équilibre délicat est nécessaire pour combattre la violence perpétrée au nom d'une religion, d'une idéologie ou d'un système économique, tout en sauvegardant aussi la liberté religieuse, la liberté intellectuelle et les libertés individuelles. Mais il y a une autre tentation dont nous devons spécialement nous prémunir. Le réductionnisme simpliste qui voit seulement le bien ou le mal, ou si vous voulez, les justes et les pécheurs. Le monde contemporain, avec ses blessures ouvertes qui affectent tant de nos frères et sœurs, exige que nous affrontions toute forme de polarisation qui le diviserait en deux camps. Nous savons qu'en nous efforçons de nous libérer de l'ennemi extérieur, nous pouvons être tentés de nourrir l'ennemi intérieur, imiter la haine, la violence des tyrans et des meurtriers est la meilleure façon de prendre leur place. C'est quelque chose qu'en tant que peuple, vous rejetez. Our response must instead be one of hope. Notre réponse doit au contraire être une réponse d'espérance et de guérison, de paix et de justice. Nous sommes appelés à unir le courage et l'intelligence pour résoudre les nombreuses crises géopolitiques et économiques actuelles. Même dans le monde développé, les effets de structures et d'actions injustes sont trop visibles. Nos efforts doivent viser à restaurer l'espérance, à corriger ce qui va mal, à maintenir les engagements et ainsi promouvoir le bien-être des individus et des peuples. Nous devons aller de l'avant ensemble, unis dans un esprit renouvelé de fraternité et de solidarité, en coopérant généreusement pour le bien commun. Les défis qui nous attendent aujourd'hui
appelle un renouvellement de cet esprit de coopération qui a accompli tant de bien tout au long de l'histoire des États-Unis. La complexité, la gravité et l'urgence de ces défis exigent que nous mettions en commun nos ressources ainsi que nos talents et que nous essayions de nous soutenir les uns les autres dans le respect de nos différences et de nos convictions dictées par la conscience. In this land, the various religious denominations have greatly contributed. Dans ce pays, les diverses dénominations religieuses ont énormément contribué à construire et à renforcer la société. Il est important qu'aujourd'hui, comme par le passé, la voix de la foi continue d'être entendue, car c'est une voix de fraternité et d'amour qui essaye d'exprimer le meilleur dans chaque personne et dans chaque société. Une telle coopération est une ressource puissante dans le combat pour éliminer les nouvelles formes d'esclavage nées de graves injustices qui peuvent être vaincues seulement grâce à de nouvelles politiques et de nouvelles formes de consensus social. Ici, je pense à l'histoire politique des États-Unis où la démocratie est profondément enracinée dans l'esprit du peuple américain. Toute activité politique doit servir et promouvoir le bien de la personne humaine et être fondée sur le respect de sa dignité. I do not underestimate the difficulty that this involves, but I encourage you. Nous ne devons pas ne pas penser aux difficultés que cela peut comporter. Je vous encourage dans cet effort. Here too, I think of the march which Martin Luther King led from Selma. Je pense aussi à la marche que Martin Luther King a conduite de Selma à Montgomery il y a 50 ans dans le cadre de la campagne pour réaliser son rêve de plein droit civil et politique pour les Afro-Américains. That dream continues to inspire us all. And I am Ce rêve continue de nous inspirer tous. Je suis heureux que l'Amérique continue d'être, pour beaucoup, un pays de rêve. Dreams which lead to action, to participation, to commitment. Des rêves qui conduisent à l'action, à la participation, à l'engagement. Des rêves qui réveillent ce qu'il y a de plus profond et de plus vrai dans la vie d'un peuple. Au cours des derniers siècles, des millions de gens sont venus dans ce pays
pour poursuivre le rêve de bâtir un avenir de liberté. Nous, le peuple de ce continent, nous n'avons pas peur des étrangers parce que la plupart d'entre nous, la plupart d'entre nous étaient autrefois des étrangers. I say this to you as the son of immigrants, knowing Je vous le dis that so many of you are en also tant que fils d'immigrés, sachant que beaucoup d'entre vous sont aussi des descendants d'immigrés. the rights of those who were here belong before us Tragiquement, were not all les droits respected, de ceux qui étaient ici longtemps avant nous and the nations n'ont pas été toujours respectés. of American democracy. À ces peuples I wish et à to leurs nations, reaffirm my du high cœur de la démocratie américaine, je souhaite réaffirmer those ma plus first haute contacts estime et mon appréciation. turbulent and violent, Ces premiers contacts but ont été souvent mouvementés et violents. very difficult to judge the past Mais nous savons by qu'il est the difficile criteria of the de present. juger le passé avec les critères du présent. Nonetheless, when the stranger in our midst appeals to us, Cependant, lorsque l'étranger parmi nous nous sollicite, nous ne devons pas répéter les péchés et les erreurs du passé. we must resolve now to live as nobly as and as Nous justly devons nous résoudre à présent à vivre as we educate de manière new aussi noble, aussi generations, juste que possible, not to turn their back on our neighbors, alors que nous éduquons les nouvelles générations à ne pas tourner le dos à nos voisins to et à recognize rien autour de that nous. we must Bâtir une constantly nation relate to our nous demande de reconnaître que nous devons constamment nous mettre en relation avec les autres, en rejetant l'esprit d'hostilité en vue d'adopter un esprit de subsidiarité réciproque dans un effort constant pour faire de notre mieux. Je suis confiant que nous pouvons le faire. Notre monde est confronté à une crise de réfugiés d'une ampleur inconnue depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette crise nous place devant de grands défis et de nombreuses décisions difficiles. Dans ce continent aussi, de milliers de personnes sont portées à voyager vers le nord à la recherche d'une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leurs proches, à la recherche de plus grandes opportunités. N'est pas ce que nous voulons pour nos propres enfants? We must not be taken aback by the numbers, but rather view them as persons. Nous ne devons pas reculer devant leur nombre, mais plutôt les voir comme des personnes, en les regardant en face et en écoutant leurs histoires, en essayant de répondre le mieux possible à leur situation, de répondre d'une manière toujours humaine, juste et fraternelle.
Nous avons besoin d'éviter une tentation fréquente de nos jours. Écarter tout ce qui s'avère difficile. Souvenons-nous de la règle d'or. Tout ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, faites-le pour les autres aussi. Do unto others as you would have them do unto you. Fais aux autres ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi. Cette règle nous indique une direction claire. Traitons les autres avec la même passion et compassion avec lesquels nous voulons être traités. Cherchons pour les autres les mêmes possibilités que nous cherchons pour nous-mêmes. Aidons les autres à prospérer comme nous aimerions être aidés nous-mêmes. En un mot, si nous voulons la sécurité, donnons la sécurité. Si nous voulons la vie, donnons la vie. Si nous voulons des opportunités, offrons des opportunités. La mesure que nous utilisons pour les autres sera la mesure que le temps utilisera pour nous. The Golden Rule also reminds us of our responsibility. La règle d'or nous rappelle aussi notre responsabilité de protéger et de défendre la vie humaine à chaque étape de son développement. This conviction has led me from the beginning. Cette conviction m'a conduit depuis le début de mon ministère à défendre à différents niveaux la cause de l'abolition totale de la peine de mort. I am convinced that this way is the best. Je suis convaincu que ce chemin est le meilleur, puisque chaque vie est sacrée, chaque personne humaine est dotée d'une dignité inaliénable et la société ne peut que bénéficier de la réhabilitation de ceux qui sont reconnus coupables de crimes. Récemment, mes frères évêques, ici aux États-Unis, ont renouvelé leur appel pour l'abolition de la peine de mort. Non seulement je les soutiens, mais aussi j'apporte mes encouragements à tous ceux qui sont convaincus qu'une juste et nécessaire punition ne doit jamais exclure la dimension de l'espérance et l'objectif de la réhabilitation. In these times, when social concerns are so important, en ces temps où des préoccupations sociales sont si importantes,
je ne peux pas ne pas mentionner la servante de Dieu Dorothy Day qui a fondé le mouvement des travailleurs catholiques. Son activisme social, sa passion pour la justice et pour la cause des opprimés étaient inspirés par l'Évangile, par sa foi et par l'exemple des saints. Que de progrès ont été réalisés dans ce domaine dans de nombreuses parties du monde. Que de choses accomplies durant ces premières années du 3e millénaire pour sortir les peuples de l'extrême pauvreté. Je sais que vous partagez ma conviction que beaucoup reste encore à faire et qu'en temps de crise et de difficultés économiques, l'esprit de solidarité globale ne doit pas se perdre. En même temps, je voudrais vous encourager à vous souvenir de tous ces peuples autour de nous enlisés dans le cycle de la pauvreté. Ils ont besoin eux aussi qu'on leur donne espérance. La lutte contre la pauvreté et la faim doit être menée constamment et sous plusieurs fronts, spécialement en prenant en considération leur cause. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'Américains, comme par le passé, travaillent pour résoudre ce problème. Il va de soi qu'une part de ce grand effort est la création et la distribution de la richesse. La juste utilisation des ressources naturelles, la convenable application de la technologie et l'exploitation de l'esprit d'entreprise sont des éléments essentiels d'une économie qui vise à être moderne, inclusive et durable. Business is a noble vocation directed to producing wealth. L'activité d'entreprise, qui est une vocation noble orientée à produire de la richesse et à améliorer le monde pour tous, peut être une manière très féconde de promouvoir la région où elle installe ses projets, ses activités, surtout si on comprend que la création de postes de travail est une partie incontournable de son service au bien commun. This common good also includes the earth. Ce bien commun inclut aussi la terre. Un thème central de l'encyclique que j'ai écrite récemment afin d'entrer en dialogue avec tous au sujet de notre maison commune. Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous. Parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. In Laudato Si, I call for a courageous Dans Laudato Si, j'ai invité à un effort courageux et responsable pour repréciser le cap et pour inverser les effets les plus graves de la détérioration environnementale causée pour l'activité humaine. Je suis certain que nous pouvons faire la différence.
And I have no doubt that the United States and this Congress have Et je n'ai aucun doute que les États-Unis et ce Congrès ont un rôle important à jouer. C'est le moment d'action et de stratégie courageuse visant à mettre en œuvre une culture de protection et une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. We have the freedom needed to limit and direct technology, to devise La liberté humaine est capable de limiter la technique, de l'orienter, and to put technology at the service of another type of progress. mettre la technologie au service d'un autre type de progrès, un progrès plus sain, plus humain, plus social, plus intégral. À ce sujet, je suis confiant que les remarquables institutions académiques de recherche américaines peuvent apporter une contribution vitale dans les années à venir. A century ago, at the beginning of the Great War, Il y a un siècle, which Pope Benedict au début de la Grande Guerre, que le pape Benoît XV a qualifié de massacre inutile, naissait un autre illustre américain, le moine cistercien Thomas Merton. Il demeure la source d'une inspiration spirituelle et un guide pour beaucoup de personnes. Dans son autobiographie, il a écrit « Je suis venu dans le monde libre par nature, à l'image de Dieu. J'étais cependant prisonnier de ma propre violence, de mon propre égoïsme, à l'image du monde dans lequel je suis né. Ce monde était l'image de l'enfer, plein d'hommes comme moi, et mon Dieu, et le haïssant néanmoins, né pour l'aimer, vivant toutefois dans la peur, de faim et de souhaits contradictoires, désespérés. Merton était avant tout un homme de prière, un penseur qui a défié les certitudes de son temps et ouvert de nouveaux horizons pour les âmes et pour l'Église. Il était aussi un homme de dialogue, un promoteur de paix entre les peuples et les religions. Dans cette perspective du dialogue, je voudrais reconnaître les efforts réalisés au cours des derniers mois pour aider à surmonter les différences historiques liées à de déplorables épisodes du passé. C'est mon devoir de bâtir des ponts et d'aider tous les hommes et toutes les femmes de toutes les manières possibles à faire de même. Lorsque des pays qui avaient été en désaccord reprennent le chemin du dialogue, un dialogue
qui aurait pu avoir été interrompu pour des raisons les plus légitimes. De nouvelles opportunités s'offrent pour tous. This that required and requires courage and daring, which Cela a demandé et demande as irresponsible. courage, hardiesse, A good qui ne sont pas political leader synonymes d'irresponsabilité. Un bon dirigeant politique of all est in quelqu'un mind seizes the qui, moment in a spirit ayant of à open l'esprit and les intérêts de tous, saisit le moment dans un esprit d'ouverture et de pragmatisme. Un bon dirigeant politique choisit toujours d'initier des processus plutôt que d'occuper des espaces. Being at the service of dialogue and peace also means being Être au service du dialogue et de la paix to minimize signifie aussi and être vraiment déterminé to à end réduire the many et, armed sur le long terme, throughout our world. à mettre fin aux nombreux conflits armés dans le Here monde. we have to ask ourselves, why? Are Ici, deadly nous devons weapons nous demander being sold pourquoi to those who plan to inflict des armes untold meurtrières suffering sont-elles vendues individuals and à ceux qui society? planifient d'infliger Sadly, des souffrances inqualifiables en des individus et des sociétés? many Malheureusement, la decisions réponse, comme nous le savons, est simple. often Pour de l'argent, cet argent qui est trempé de sang, shameful souvent du sang innocent, silence, face à ce honteux et coupable silence. and to Il stop est de notre devoir d'affronter le problème et de mettre fin au commerce des armes. three sons and one daughter of this land. Four individuals, Trois fils et une fille de ce pays, 4 individus, liberty. 4 rêves. Martin Luther King, Lincoln, liberty in plurality, la liberté. and non-exclusion. Martin Luther King, la liberté dans la pluralité et la non-exclusion. Dorothy Day, And Thomas la Nelson, justice sociale the capacity et les droits des personnes. Et Thomas Merton, la capacité au dialogue et l'ouverture à Dieu. of American people. 4 représentants I will end my visit du to your peuple country in américain. Philadelphia, where Je terminerai ma visite take part dans votre pays à in the World Meeting Philadelphie, of Families. où It is my je wish prendrai part to à have la a rencontre visit. mondiale The des family should familles. be a Je souhaite recurrent theme. qu'à travers ma How visite, la famille essential the family puisse être has un been thème récurrent, to the building que la of this famille land. a été importante pour la construction de ce pays. And how worthy it remains for our support and encouragement. Et combien elle demeure digne de notre soutien et de notre encouragement. Cependant, je ne peux pas cacher ma préoccupation pour la famille qui est menacée
peut-être comme jamais auparavant, de l'intérieur comme de l'extérieur. Les relations fondamentales sont en train d'être remises en cause, comme la base même du mariage et de la famille. Je peux seulement rappeler l'importance et par-dessus tout de la richesse et la beauté de la vie familiale. In particular, I would like to call attention to those family members. En particulier, je voudrais attirer l'attention sur ces membres les plus vulnérables des familles, les jeunes. Devant beaucoup d'entre eux s'ouvre un avenir plein d'innombrables possibilités. Cependant, beaucoup d'autres semblent désorientés, sans but, piégés dans les dédales désespérants de la violence, des abus et du désespoir. Leurs problèmes sont nos problèmes. We cannot avoid them. We need to face them together. Nous ne pouvons pas les éviter. Il nous faut les affronter ensemble, en changer à ce sujet et chercher des solutions efficaces au lieu de nous enliser dans des discussions. Au risque de simplifier à l'extrême, nous pourrions dire que nous vivons dans une culture qui pousse les jeunes à ne pas fonder une famille parce qu'il n'y a pas de perspective d'avenir. Par ailleurs, la même culture offre à d'autres tant d'options qui sont aussi dissuadées de créer une famille. Une nation peut être considérée comme grande quand elle défend la liberté, comme Lincoln l'a fait, quand elle promeut une culture qui permet aux personnes de rêver de droits pleins pour tous leurs frères et sœurs, comme Martin Luther King a cherché de le faire. Quand elle lutte pour la justice et la cause des opprimés, comme Dorothy Day avait fait par son travail infatigable, fruit d'une foi devenue dialogue et semence de paix dans le style contemplatif de Thomas Merton. À travers ces réflexions, j'ai cherché de présenter quelques-unes des richesses de votre héritage culturel, de l'esprit du peuple américain. Je souhaite que cet esprit continue de se développer et de croître, en sorte que le plus de jeunes possible puissent en hériter et le perpétuer dans un pays qui a inspiré le rêve de tant de personnes. Que Dieu bénisse l'Amérique. Voilà donc le discours du pape François devant le Congrès américain, les deux chambres réunies, la Chambre des représentants
Et le Sénat, mais aussi le gouvernement, les juges de la Cour suprême. Nous sommes avec Jean Duchesne. Le pape François a brossé un large panorama des sujets à la fois qui le préoccupaient, mais où les États-Unis avaient un rôle à jouer. On peut citer quelques-uns de ces thèmes. La défense du respect de la vie et du début jusqu'à la fin, mais aussi du coup un engagement du pape François contre la peine de mort, la lutte contre l'extrême pauvreté, la sauvegarde de l'environnement, la question bien sûr de la famille, il l'a dit, et puis au fond ce rôle que les politiques sont appelés à jouer dans un pays. C'est assurément un rôle que les politiques sont appelés à jouer. Ils sont même à rendre cela concret, à prendre des mesures concrètes. Mais il est évident que dans le feu de l'action, dans les difficultés que cette action rencontre, eh bien, il est bon pour eux et il est manifeste qu'ils l'ont apprécié. On l'a vu, leur réaction. Très nombreuses fois, ils se sont levés pour applaudir telle ou telle phrase du pape. Eh bien, qu'ils ont besoin de recentrer tout cela, de retrouver la source et des racines d'une inspiration. C'est ce que le pape est venu faire. Il l'a fait de façon très nette. Il a justifié à la fois le souci que doit garder la richesse des pauvres, le souci des pauvres que de garder la richesse, et aussi la nécessité de la réconciliation. Il y a une phrase qui me paraissait tout à fait intéressante vers le début de son discours, qui est un appel contre toutes les divisions. C'est quand il s'en est pris à ce qu'il a appelé, je crois, quelque chose comme le réductionnisme simpliste, qui voit seulement le bien ou le mal, et qui pense bien sûr que lui c'est le bien et les autres c'est le mal. Qu'est-ce que cela signifie très concrètement aux États-Unis ? Eh bien, c'est quelque chose, c'est une parole qui certainement résonne dans le cœur, dans l'esprit de ceux qui ne sont pas catholiques. Mais c'est aussi, il a rappelé aux États-Unis finalement quelle est leur ambition, quel est leur rêve. Et c'est la raison pour laquelle ce discours était non seulement bienvenu, mais encore nécessaire. Et aussi dans un monde qui a tendance à simplifier à outrance les enjeux et les conflits, à adopter plus une vision manichéenne qu'un réalisme de la complexité. Bien sûr, il a aussi rappelé quel était le rôle et la mission des politiques au début de son discours. Il leur a dit que leur rôle n'était pas de garder du servir, n'était pas d'occuper de l'espace médiatique, s'entend, mais bel et bien de servir. Alors on retiendra évidemment cet engagement contre la peine de mort extrêmement fort. Il l'a dit, cette conviction de prendre soin des autres, cette fameuse règle d'or, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour les autres aussi. Cette conviction l'a conduit dès le début de son ministère à défendre à différents niveaux la cause de l'abolition totale de la peine de mort. Oui, il y a l'abolition de la peine de mort, mais ça c'est un problème qui n'est pas... Il y a bien sûr l'abolition de la peine de mort, c'est un problème qui n'est pas véritablement contesté aujourd'hui aux États-Unis, sauf par une fraction vraiment marginale de l'opposition. En revanche, le pape a été très net aussi sur des choses qui sont beaucoup plus discutées, qui font beaucoup moins l'unanimité, qui ressemblent à un consensus moins large. Et ceci concerne premièrement la protection de l'enfant à naître, et ça je crois qu'il l'a dit de manière aussi claire qu'il était possible, mais également aussi l'accueil des immigrés, qui est quelque chose qui, évidemment, est contesté aujourd'hui, spécialement par certains des plus extrémistes dans les candidats à la nomination du côté républicain. Alors, on découvre à l'instant cette fameuse salle des statues où chacun des États a pu porter 2 statues pour le représenter dans cette salle du Capitole, et donc on sait, on l'a vu tout à l'heure sur les images, qu'il y a cette fameuse statue du nouveau saint Junipero Serra. Voilà, il y a même maintenant parmi les héros du peuple américain un saint. Yes. Voilà, donc le pape François qui rentre dans cette salle des statues, dans ce Capitole qui a une place et une portée symbolique très forte.
Oui, le Capitole, si vous voulez. Le Capitole est à Washington. Il se situe sur une petite colline à l'extrémité d'une grande esplanade qu'on appelle le Mall. C'est le mot français maille. Et c'est un bâtiment énorme qui comprend avec un dôme plus grand encore que celui du Panthéon chez nous et qui abrite à la fois le Sénat, la Chambre des représentants et toutes les salles, les bureaux de quelques 500 élus. Plus de 500 élus et des salles de commission, parce qu'il y a beaucoup de travail en commission, tout ne se fait pas en assemblée plénière. C'est vraiment le haut lieu de la démocratie américaine. Voilà pour cette halte et cette méditation brève devant la statue du nouveau saint. D'ailleurs, c'est très significatif, on peut le redire, que cette canonisation ait eu lieu à Washington. Bien sûr, en quelque sorte, on voit ici une rencontre, entre un consensus entre l'Église et la nation américaine. Finalement, celui que le pape a canonisé la veille, eh bien, sa statue n'est pas seulement dans les églises, elle est aussi dans le haut lieu de l'État fédéral américain. Et on peut préciser que cette statue n'a pas été installée du fait de la canonisation, mais qu'elle est là depuis longtemps. Elle est là depuis longtemps. Et on peut aussi préciser que ce que le pape François fait là, c'est tout simplement de prolonger et de confirmer l'initiative qui avait été prise par Jean-Paul II de commencer par béatifier le frère Junipero Serra. Puisque vous parlez de la béatification, on peut se souvenir, et puis d'une certaine manière, la controverse de manière plus légère a émergé à nouveau ces dernières semaines autour de cette figure de ce saint. Un saint n'est jamais un personnage absolument parfait, et donc Junipero Serra était un homme de son temps. Missionnaire franciscain du 18e. Qui était né à Majorque, un Mallorquin qui évidemment n'avait pas estimé, n'avait pas pu comprendre toutes les subtilités, le caractère intégral et presque dogmatique des droits d'homme, dire qu'il y avait une charité concrète, incontestable, mais que cela n'allait pas jusqu'au principe maintenant quasiment dogmatique des droits de l'homme dans leur version du droit positif. Si bien qu'on lui reproche par exemple de ne pas avoir été toujours assez ferme, aussi ferme qu'on aurait pu souhaiter qu'il le soit aujourd'hui. Dans la manière dont, face à la manière dont les colons espagnols traitaient certains des Indiens, des indigènes locaux. Aujourd'hui, il est certain qu'on penserait davantage qu'on ne le faisait à l'époque, à préserver leurs coutumes locales et leurs traditions, même quand celles-ci étaient liées au paganisme. Alors on découvre cette façade du Capitole, devant lequel sont réunis des milliers de personnes. Des tickets ont été distribués pour pouvoir accéder à cette esplanade, et le pape François va apparaître à ce balcon. Le programme officiel annonce même qu'il donnera sa bénédiction, qu'il bénira la foule depuis ce balcon. On peut souligner que d'ici du Capitole, il rejoindra ensuite la paroisse Saint-Patrick, où il visitera le centre paroissial qui accueille des sans-abri. C'est une étape que le pape François a tenu à faire figurer à sa visite ici à Washington, puisque après avoir visiter les hauts lieux symboliques du pouvoir, après s'être exprimé devant les dirigeants du pays, eh bien, il veut aussi aller à la rencontre des personnes les plus fragiles et des pauvres. On peut d'ailleurs souligner
qu'en dehors du programme officiel, hier soir, il est allé rencontrer une communauté des petites sœurs des pauvres à Washington. Il s'est agi de les soutenir alors qu'elles sont engagées dans la bataille juridique à propos de la loi sur l'assurance maladie. C'est ce qu'a indiqué le père Federico Lombardi, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, qui détaillait cet ajout, cette étape supplémentaire au programme, cette loi surnommée Obamacare qui oblige notamment les employeurs à contracter une assurance maladie couvrant à la fois la stérilisation, l'avortement et la contraception. C'est une loi d'ailleurs contre laquelle, en tout cas sur cet aspect précis, les catholiques se sont battus, les évêques se sont battus. Ils ne peuvent pas faire autrement. Les évêques ne peuvent pas faire autrement sous peine. Les évêques ne peuvent pas faire autrement que de se battre sous peine de devoir fermer leurs hôpitaux, leurs hospices, leurs écoles maternelles, les crèches, etc. Donc il y a une certaine, comment dirais-je, une intransigeance dogmatique de la part de certains. Alors c'est vrai, ils sont spécialement dans le camp démocrate, et ceci bien entendu crée une difficulté parce que autant les catholiques ne peuvent qu'approuver, soutenir et participent déjà largement à l'effort de justice sociale qui est évidemment l'inspiration de cette loi, autant bien évidemment sur des questions comme celle-ci, eh bien les choses sont beaucoup plus délicates. Il y a évidemment une contradiction, une tension assez forte. Voilà donc les évêques qui accompagnent le pape François qui viennent sur ce balcon accompagnés de personnalités du Congrès, du président, du speaker de la Chambre des représentants et du président du Sénat en la personne du vice-président Joe Biden, et donc le pape François qui va apparaître sur ce balcon du Capitole. Derrière les présidents des deux chambres, il y a les chefs des partis, majorité et opposition dans chacune des deux assemblées. Bonjour à vous tous. I'm so grateful for your presence here. Je vous remercie de votre accueil, de votre présence. Je vous remercie. The most important ones here, children. Les personnages les plus importants que sont ici, les enfants. I will ask God to bless them. Je veux demander à Dieu de vous bénir. Lord, Father of all, Seigneur, Père de tous, bless these. bénis ce peuple. Bless each of them. Bénis Bless the family. chacun d'entre eux. Bénis leur famille. Bless them all. Donne-leur ce dont ils ont besoin. And I ask you all, please, Et je vous demande, s'il vous plaît, vous pray tous, for me.
de prier pour moi. Hay algunos que no creen And if there Et are si among parmi you vous, any who do not believe o no il y a pueden quelqu'un rezar, qui n'est or pas cannot croyant pray, les pido por favor ou qui ne peut I pas ask you, prier, please, que me je lui deseen demande cosas buenas. to send good wishes my way. qui me souhaite de bonnes choses. Thank you very much, and God bless America. Merci, merci, merci beaucoup. Que Dieu bénisse l'Amérique. Ainsi s'achève cette visite du pape François au Congrès, visite hautement symbolique au cours de ce voyage apostolique donc aux États-Unis. Dans un instant, nous retrouverons le pape François à la paroisse Saint-Patrick, donc en visite au centre caritatif de la paroisse. Il rencontrera les sans-abri. Je vous propose de nous quitter sur ces images. Merci beaucoup à Flavio Esposito pour les traductions, à Jean Duchesne pour sa compagnie tout au long de ce direct. Merci à l'équipe de KTO mobilisée, bien sûr. On se retrouve dans un instant. Alors comme le programme est un peu bousculé, le pape est un peu en retard, eh bien nous prendrons l'antenne quand le pape arrivera dans cette fameuse paroisse Saint-Patrick. À tout à l'heure.